Merci infiniment. On reviendra peut-être dans le débat sur un certain nombre de choses, notamment sur l'hypervélocité et sur la question bête que je me pose, mais pourquoi la Chine n'aurait-elle pas le droit, au fur et à mesure où elle s'enrichit, d'enrichir sa propre panoplie comme nous le faisons nous-mêmes et comme le font les Américains. Mais je laisse pour l'instant les questions. Alors, je vais passer la parole à l'amiral Duché, que je remercie infiniment de nous rejoindre. L'amiral devra nous quitter malheureusement aussi avant la fin de cette session à 12h15 parce qu'il préside en même temps, même s'il n'a pas totalement le don d'ubiquité, il préside en même temps que ce colloque la réunion des attachés de défense. L'amiral est directeur adjoint de la nouvelle DGRIS, Direction Générale des Relations Internationales et Stratégiques du ministère de la Défense. Et donc, bien évidemment, il va aborder la question de la dissuasion, enfin des enjeux nucléaires en Asie d'un point de vue français. Merci, amiral. Merci, madame. Je vais essayer, en tout cas. Et puis, après ce qu'a dit Morgane, la charge va être encore plus difficile parce que vous avez quasiment, en tout cas, balayé brillamment toute la première partie de ma présentation. En tout cas, je vais essayer d'y revenir sur quelques points. Ça permettra de tenir le délai en plus. En fait, la prolifération en Asie, elle est facilitée en ce moment par des choses qui vous paraîtront évidentes, mais qu'il faut quand même rappeler. C'est d'abord la mondialisation, ou la globalisation, comme on l'appelle, qui permet quand même des échanges inouïs, à la fois matériels, de produits duaux, mais également immatériels, de savoir-faire, de technologies diverses et variées. Et ça a facilité considérablement la prolifération, y compris la prolifération nucléaire. Et puis le second point que je voulais évoquer sur la prolifération, c'est qu'elle est sur fond d'interconnexion de plus en plus importante entre les crises. Et ce qui s'est passé par exemple en Crimée avec la Russie, ou ce qui s'est passé aussi avec le fait que les Américains, après avoir fixé une ligne rouge, ne sont pas intervenus en Syrie, et regardés avec beaucoup de soin par les pays asiatiques. Parce que ça pose, et j'y reviendrai tout à l'heure, le problème de la garantie américaine, la garantie des zones américaines. Donc tout ça est regardé avec énormément de soin, et donc il y a la mondialisation, elle intervient aussi sur l'interconnexion des crises, et tout ce qui se passe en Europe ou aux portes de l'Europe est regardé avec attention en Asie. En matière de prolifération ou de course aux armements nucléaires, bon, il y a deux cas, mais qui se recouvrent, ou en tout cas qui sont qui sont pas interconnectés, mais qui sont symboliques de ce qui se passe en Asie. Il y a d'abord le cas de la Corée du Nord, que Morgane a très bien évoqué. Bon, la Corée du Nord, c'est un pays quand même particulièrement problématique, parce que c'est un pays qui tente de développer une puissance nucléaire pour sauver son propre régime. Et donc, c'est un pays qui aujourd'hui est au seuil du 4e essai. Il n'est pas imminent, mais enfin il va survenir un jour, et on ne sait pas après en combien de temps, mais un certain nombre d'études montrent peut-être une soixantaine d'armes en fait à l'horizon 2020. Certains vont à un scénario encore pire avec une centaine. On ne sait pas dans quelle mesure ils ont un arsenal important déjà dès 2020. Donc vous voyez, c'est déjà un fait. Et puis ça, c'est la Corée du Nord, qui d'ailleurs remet en cause du coup, autour d'elle, en particulier le Japon et la Corée du Sud, eh bien, la crédibilité, ou en tout cas la crédibilité de l'assurance américaine. Et si cette crédibilité n'est pas suffisante aux yeux des Coréens du Sud et du Japon, vous imaginez ce qui peut se passer. Et là, ce sera une prolifération rapide, car ces pays en ont de la technologie, ils l'auront rapidement. C'est une petite comparaison avec j'en parle parce que vous savez qu'aujourd'hui on est encore en discussion avec l'Iran. C'est un peu la même chose, si vous voulez, qui se passe. Si l'Iran a l'arme nucléaire, vous pouvez être certain que dans la foulée, 3 ou 4 pays autour l'auront par la suite. Et donc c'est un peu ce qui se passe avec la Corée du Nord. Et puis vous avez un autre problème majeur qui est ce que j'appellerais le corridor stratégique qui va du Pakistan à la Chine, mais dont finalement le principal levier est la puissance américaine. J'ai bien aimé Morgane, votre phrase sur la volonté de puissance de la Chine, l'affirmation de la puissance de la Chine. L'affirmation de la puissance de la Chine, c'est d'abord par rapport à la principale puissance nucléaire du Pacifique et de l'océan Indien, qui sont les États-Unis.
Et alors, ce qu'on ne sait pas, et là vous avez très bien mentionné le fait qu'on ne sait pas s'il cherche la parité. Moi, je pense qu'il ne cherche pas la parité, mais il cherche une suffisance, et on ne sait pas quelle suffisance pour être certain d'être reconnu, suffisamment reconnu. Donc il monte, tout azimut, sous-marin, défense antimissile, tout. Et avec des moyens considérables maintenant. Et donc ça pose le problème de l'Inde, qui, elle, veut maintenir une parité stratégique avec la Chine. Et ça pose le problème du Pakistan, qui veut maintenir une parité stratégique avec l'Inde. Je ne sais pas si vous voyez bien cette espèce de... C'est un cercle vicieux plutôt qu'un cercle vertueux. Hein. Et donc, nous avons... La Chine regarde vers les États-Unis, pour simplifier, l'Inde regarde vers la Chine, et le Pakistan regarde vers l'Inde. C'est ça qui se passe. Et c'est naturellement ça crée naturellement une arsenalisation à la fois nucléaire et non nucléaire de l'océan Indien. Le nombre de sous-marins que déclarent vouloir avoir les Indiens et que déclarent avoir les Pakistanais augmente, etc. Et quand vous savez que l'océan Indien, entre Malacca, Hormuz et Suez, enfin Bab el-Mandeb, est quand même une zone absolument stratégique pour l'ensemble du monde, vous voyez un peu ce que ça peut représenter. Surtout si ce sont des sous-marins qui sont à l'œuvre. Sous-marins nucléaires ou non nucléaires, du reste. Donc on assiste vraiment, par ce corridor stratégique, à une course aux armements entre les trois grandes puissances que j'ai évoquées, trois puissances nucléaires, et à une arsenalisation plus générale de l'océan Indien. Alors maintenant, comment le président de la République a-t-il traduit ça dans son discours d'Istres du 19 février, que vous avez tous, j'imagine, lu avec intérêt. Je résume les points importants. Des puissances nucléaires cherchent à émerger, et les États dotés d'armes nucléaires ont même accru leur capacité avec le développement de nouvelles composantes nucléaires ou la poursuite de matières fissiles pour les armes. Plus encore, des arsenaux tactiques se renforcent qui laissent craindre un abaissement du seuil d'emploi de l'arme nucléaire. Ça me permet d'arriver à mon second point, c'est quelles conséquences pour la France? C'est simple, il y en a deux majeures. La première, c'est que d'abord, nous sommes un pays qui a des possessions dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Donc nous sommes partis de l'Asie. Et parallèlement à cela, certains des pays, je ne vais pas le nommer, mais vous imaginez bien lequel, celui qui est le plus avancé, disposent d'armes qui peuvent atteindre la France. Notre dissuasion nucléaire, depuis le général de Gaulle, elle est omnidirectionnelle. Donc si vous voulez dissuader quelqu'un, encore faut-il que vous puissiez lui rendre ce qu'il pourrait faire comme dommage inacceptable. Et donc, dans la mesure où, en plus, la façon dont les différentes puissances nucléaires, déclarées ou pas déclarées, établissent leur doctrine, dans le P5, vous savez, les 5 pays, vous avez des pays plus ou moins clairs. Et la Chine n'est pas le plus clair dans sa déclaration. Même si elle prétend ne pas faire l'usage en premier, elle n'est pas la plus claire. Donc, si vous voulez dissuader correctement, quels que soient vos alliés, et la Chine peut être considérée comme alliée le cas échéant, eh bien, vous devez pouvoir disposer de moyens capables de lui dire, eh bien voilà, moi je dissuade aussi bien que tu dissuades, et c'est omnidirectionnel, c'est pas contre toi, mais c'est omnidirectionnel. Ça, c'est important parce qu'en termes capacitaires, c'est pas complètement neutre. Vous avez qu'à prendre une map monde pour comprendre, parce qu'il faut regarder une map monde. Une carte, c'est tout à fait trompeur, hein, à cause de la projection de Mercator. Prenez une map monde et vous comprendrez très bien ce que ça représente comme portée potentielle pour dissuader de façon omnidirectionnelle. Donc pour nous, c'est totalement central. Et puis, n'oubliez jamais Suez. Le canal de Suez, en 55 ou en 56, je ne me souviens plus. Vous pouvez très très bien avoir aussi un chantage exercé par une grande puissance qui voudrait protéger une puissance régionale qui nous embêterait et qui serait beaucoup plus proche de nous. Et si vous voulez pouvoir garder votre liberté d'action, vous devez pouvoir dire à la puissance protectrice, non, moi je travaille indépendamment parce que je dissuade de façon bidirectionnelle, y compris toi si besoin. J'espère que vous avez bien compris ce que je veux dire. C'est important pour la dissuasion nationale française de pouvoir avoir de quoi dissuader jusqu'en Asie. Et l'autre conséquence, et ce sera ma conclusion en fait, elle est essentielle sur la crédibilité au sens large de la dissuasion élargie. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis convaincu, je ne suis pas le seul, que la meilleure façon, que la meilleure, comment dirais-je, garantie de
non-prolifération nucléaire et la dissuasion américaine élargie, que ce soit en Europe au sein de l'OTAN ou que ce soit en Asie du Sud-Est avec les pays comme le Japon, la Corée du Sud, etc. Si vous avez un affaiblissement de cette perception de la volonté des Américains d'assurer cette dissuasion élargie en Asie, il y aura une répercussion inévitable en Europe et inversement. Donc vous voyez que ce qui se passe là-bas, on est directement liés. Or, vous savez que depuis 1974, l'OTAN considère que les dissuasions françaises et britanniques sont des éléments importants de la dissuasion pour le continent européen. Et le président de la République l'a encore rappelé dans son discours à Istres que notre dissuasion nationale protège également, sans qu'il le sache toujours, les intérêts vitaux européens. Et donc, l'acceptation de la dissuasion française, et j'aurais tendance à dire britannique en Europe, au sein de l'Europe, pour l'instant, existe. Parce que l'alliance reste une alliance nucléaire, l'alliance de l'OTAN. Si demain, en Asie, tous ces concepts explosent, que le Japon réarme parce qu'il ne croit plus, par exemple, à la dissuasion élargie américaine, vous imaginez que les conséquences pour nous vont être par ricochet extrêmement importantes. Et c'est pour ça qu'il faut que l'on suive avec beaucoup d'attention, nous les Français, ce qui se passe là-bas et qu'on use de toute notre influence dans les dialogues internationaux, y compris dans le traité de non-prolifération, pour faire en sorte que cette affaire-là n'ait pas des impacts indirects sur notre propre crédibilité en Europe. Merci. Merci Amiral, c'était parfait également sur le plan du timing, mais alors avec l'autorisation des autres panélistes et de la salle, comme vous devez partir vraiment avant le moment du débat, moi je ne résiste pas à vous poser une question et comme ça peut-être en prendre une s'il y en a une vraiment qui s'impose dans la salle, de façon à vous entendre un tout petit peu plus. Ma question est celle-ci. D'abord, merci de bien nous avoir montré ce couloir stratégique, ces espèces de dominos nucléaires. Le Pakistan regarde l'Inde, qui regarde la Chine, qui regarde les États-Unis, mais à ce moment-là, le couloir, il peut aller vers le Moyen-Orient, parce que l'Iran regarde le Pakistan. Et là, je ne dis pas que c'est légitime, les efforts de l'Iran, mais on peut comprendre que dans son environnement de sécurité régionale, un Pakistan nucléaire, c'est aussi un souci. Donc, c'est une première commentaire. Mais ma question, c'est sur la relation franco-chinoise. Est-ce que, à un moment historique, ou peut-être encore maintenant, le modèle français de dissuasion, c'est-à-dire qu'on a théorisé du faible au fort, de suffisance, justement, tous azimuts, vous dites multidirectionnel, est-ce que ceci a été ou est un modèle pour la Chine ou jamais? Je vais commencer par la deuxième question. Parce que c'est facile, je n'ai pas vraiment de réponse dans la mesure où la Chine pratique l'ambiguïté avec un art consommé. Je pense que la France est un modèle, effectivement, par la clarté de son discours, mais on ne le retrouve pas dans la clarté du discours chinois. En tout cas, on le retrouve de façon très formelle, mais derrière, il y a beaucoup d'ambiguïté. Et ce qu'on a en particulier comme ambiguïté majeure, c'est qu'on ne sait pas ce que la Chine considère, ce que nous, on appelle le seuil de stricte suffisance, elle ne l'énonce pas. Parce que pour l'instant, elle continue. D'ailleurs, c'est le seul pays du P5, des 5 pays qui sont dotés et déclarés, qui continue à augmenter son stock. C'est le seul. Ils partent de très bas. Oui, ils partent de très bas, mais ils sont déjà ils sont déjà au-dessus des Britanniques et des Français. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on appelle la suffisance ? C'est une première ambiguïté. Donc, que nous ayons effectivement influencé peut-être leur doctrine, je ne sais pas. Peut-être que Camille, tu sais ça. Toi, moi, juste un mot là-dessus. Moi, ce qui est clair, c'est que les Chinois n'ont pas une doctrine qui s'apparente à la doctrine française. Oui. En apparence, il y a des points communs, c'est-à-dire une dissuasion qui est restée, même si les Chinois sont dans le jeu depuis les années 60, ils sont pas rentrés dans des logiques de course aux armements massives, etc. Même s'il y a des interrogations aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas si les Chinois ont arrêté vraiment la production de matières fissiles, parce qu'on voit la multiplication du nombre de missiles dont on ne sait pas s'ils sont conventionnels ou nucléaires, et ainsi de suite. En revanche, en termes doctrinaux, le choix du non-emploi en premier, etc., il y a une très forte ambiguïté et opacité doctrinale. Il y a des développements dans le domaine des armes antisatellites, de la défense antimissile, qui font que la Chine est dans des secteurs où la France, en tout cas dans le domaine stratégique, s'engage pas aujourd'hui. Donc on a quelque chose de beaucoup plus opaque et de beaucoup plus ambigu que la posture française. Et je veux dire, à part la modestie relative des arsenaux, il y a finalement assez peu de points communs entre eux. Est-ce qu'on a un dialogue stratégique avec la Chine nucléaire ? Sans trahir le moindre secret.
Est-ce qu'on a un canal de discussion avec eux? On a des canaux de discussion, bien entendu, comme il y en a toujours au sein du P5. Nous sommes ensemble pour discuter avec les Allemands en plus, hein, pour l'Iran, par exemple. Donc, mais en bilatéral, moi, pas à mon niveau en tout cas, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres, peut-être qu'il y en a, mais c'est sans doute assez protégé. Non, c'est pas un partenaire qui d'abord accepte de discuter de façon très transparente, par principe. Hein, et donc, on a des très bonnes relations avec un certain nombre de Chinois, mais pas forcément sur ce sujet-là. D'accord. Alors, pour la première question, alors évidemment, ça nous mène à l'Ouest. Bon, le problème de l'Iran, c'est d'abord les affaires de TNP. Enfin, quand on signe, quand on est parti au TNP, on essaie quand même de respecter ses engagements. Et le problème de l'Iran aussi, c'est l'ambiguïté permanente. Et le problème de l'Iran, qui est une très vieille puissance, qui est une puissance effectivement qui n'a rien à voir avec d'autres dans son voisinage, au niveau de son histoire, j'entends, c'est aussi une affaire d'affirmation de la puissance dans une zone où vous avez en gros 4 grands pays qui se considèrent comme étant la tête de file de la zone, hein, entre l'Arabie Saoudite, la Turquie, et puis maintenant moins l'Irak, mais puis on peut rajouter l'Égypte aussi, qui est en matière... bon. Et donc le vrai problème de l'Iran, c'est qu'à vouloir affirmer sa puissance comme étant le primus inter pares ou le plus important, eh bien les 4 autres vont suivre. Et là on ne sait pas où on s'arrête. Et s'il n'avait pas, comment dirais-je, s'il n'était pas partie prenante au TNP, ce serait différent, mais là, il l'est. S'il en sort, il va se déconsidérer au niveau international, comme la Corée du Nord, par exemple, qui est un pays que personne ne respecte. L'Iran est respecté quand même. Et donc, ils sont dans une ambiguïté très compliquée, et je crois qu'on a raison, il faut qu'on les réintroduise dans la communauté internationale, on en a besoin d'eux sur le long terme, mais pas n'importe comment, et pas à n'importe quel prix. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Je pense que c'est comme ça qu'on est en train d'essayer de négocier. Et d'ailleurs, c'est l'opinion, je pense, des 5 ou des 6 pays qui négocient en ce moment ce fameux traité.